Madame, monsieur, bonjour. On est ravis de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau débriefing. En l'occurrence, un débriefing WRC, puisque vient de s'achever la 4e manche du championnat 2017 WRC que vous pouvez suivre sur Motorsport TV. C'était le fameux Tour de Corse. C'était donc en France. Patrick Rivet est avec moi, tout juste rentré de Corse. Salut Patrick. Salut LFB, salut à tous. Ça va, tu as bien profité de l'île de beauté quand même? Oui, mais absolument. En plus, il Oui. faisait un temps magnifique, donc on en a bien profité. Route absolument extraordinaire. Sympa. Ouais, une belle épreuve. Une belle épreuve. Eh belle oui, épreuve. on est fiers de Belle l'accueillir. épreuve. Voilà, effectivement. Alors, on a pas mal de questions à te poser. On va passer un peu en revue tout le monde. Vous savez bien sûr que Thierry Neuville a gagné. Patrick, j'ai envie de dire quand même, depuis le début de la saison, la question n'était pas de savoir si Thierry Neuville allait gagner un rallye cette année, mais quand. Oui. On pouvait penser que ça aurait pu arriver dès le premier de l'année, puis ensuite dès le deuxième. Non, il aura fallu donc finalement attendre le Tour de Corse pour qu'enfin il gagne. Voilà. Mais bon, ça devait arriver. Oui, D'accord. ça devait arriver. Il s'est d'entrée positionné dans les 3 premiers. Et s'il n'a pas forcément été le plus performant, le plus rapide, en tout cas dans la première journée, il est monté en puissance dans la deuxième et il a concrétisé parfaitement dans la troisième, ce qui fait qu'on a donc 4 vainqueurs différents en 4 courses, 4 marques différentes dis donc, en 4 c'est courses, qui fabuleux. n'était pas arrivé depuis 1986, Oui. sachez-le. Donc voilà, non, oui, on va dire que c'est un soulagement pour tout le monde. C'est la confirmation que cette Hyundai i20 est une des meilleures voitures du plateau. Et je rajouterai que c'est actuellement sans doute la plus fiable. Ouais. Ce qui n'est pas non plus complètement innocent dans ce que je dis, puisqu'on l'a vu aussi, on va certainement le développer un peu plus. Il y a eu quand même quelques atermoiements de réglage, il y a eu des manques de fiabilité des uns et des autres. Donc, Thierry Neuville a tiré enfin parti de sa voiture et enfin récompensé de ses efforts et du soutien de son équipe. Il le dit d'ailleurs, c'était important pour moi de gagner car ils ne m'ont pas lâché, ni après le Monte-Carlo, ni après la Suède. Donc voilà, ça change un petit peu d'atmosphère, l'ambiance est plutôt bonne et enfin, ils ont gagné. Oui, mais est-ce que ça remue pas encore plus le couteau dans la plaie par rapport aux deux désillusions du début de saison? Peut-être, certainement, pour en avoir discuté par exemple avec Julien Gracia avant même le départ, pour évoquer ce championnat à la physionomie un petit peu particulière, il le dit, mais attends, soyons honnêtes, on ne devrait pas être premier au classement général. Voilà, on l'est, tant mieux, on en profite, on va tout faire pour gagner ici, on va tout faire pour marquer le maximum de points, mais quand même, dans la logique sportive et dans la logique de performance des uns et des autres, on ne devrait pas être là. Ils le sont, et on va pouvoir en reparler aussi, tant mieux pour eux. Voilà, effectivement, Ogier, on va en reparler, mais moi j'ai envie de dire, si Neuville a gagné, vu de loin, Patrick va me dire, c'est aussi parce que Mick a perdu. Oui. Et voilà, Chris Mick, oui, la malchance encore ou pas alors? Comment tu analyses ça? Là, franchement, impressionnant le vendredi et impressionnant également dans sa façon de contrôler la course d'entrée le samedi matin. Chris Mick, on peut le dire, sans ses problèmes moteurs, il y a quand même de fortes chances que ce soit lui le vainqueur de ce rallye. Citroën, rappelez-vous, avait pas été très satisfait du comportement de sa voiture au terme du rallye Monte-Carlo, qui n'est pas véritablement un rallye asphalte, mais enfin quand même c'est la surface de base, l'asphalte, même s'il fait froid, même s'il y a de la neige. Et donc on n'était pas satisfait des réglages. On a énormément travaillé sur la suspension de la voiture, on a en plus travaillé, comme tout le monde, sur ces nouveaux différentiels centraux qui sont électroniques aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de connaissances à prendre. Il faut apprendre à s'en servir, il faut apprendre à gérer les cartographies, voire à la possibilité de les changer en cours de route. Donc voilà, il y a tout un travail de compréhension de la voiture à faire et ça a été manifestement très bien fait lors des journées tests qui ont eu lieu avant la course. Ce qui fait que d'entrée, la Citroën, ça a été quand même la voiture la plus rapide. Là, cette fois-ci, on parlait tout à l'heure que de la fiabilité et des performances que nous montrait la Hyundai i20 depuis le début de la saison, sur asphalte et peut-être même sur d'autres surfaces d'ailleurs, elle a trouvé à qui parler. Mais alors, est-ce que chez Citroën, quelle était l'ambiance, Patrick? Parce que au Mexique, de justesse, ils s'en sortent. Mais alors, quelle frayeur, évidemment. Vous vous souvenez de cet épisode, évidemment, de Mick et son parking. Je crois que là, on va garder l'expression. Mais bon, finalement, on gagne. OK. Et puis là, on pouvait penser que la dynamique était là, et on retombe avec une grosse désillusion. T'as senti éventuellement effectivement un coup de bambou, peut-être? Pas forcément un coup de bambou. À la fois le côté fatalisme, c'est le sport.
Et d'un côté, on est rassuré parce qu'on sait qu'on a une voiture qui est capable de se battre tout au long de la saison, D'accord. quelle que soit la surface. C'est ce qu'on dit et chez Citroën au terme de ce rallye. Bien sûr, on est déçu, mais à la limite, quand on regarde les performances de Craig Breen, eh bien, on se dit, voilà, on a une voiture qui est capable de se battre pour le championnat. Bon. Alors, je voudrais que tu me parles de Sébastien Ogier, parce que moi, j'ai suivi un petit peu de loin ce Tour de Corse. Donc, je vois qu'il subit la loi de Mick dans un premier temps. Et le dimanche matin, j'apprends que, ça se trouve, il sera même pas à l'arrivée, que c'est la catastrophe, qu'il y a des gros soucis mécaniques et que Sordo Laval et qu'il sera peut-être même pas au départ de la Power Stage. Bon, et finalement, donc, il est non seulement bien au départ de la Power Stage, mais qu'il gagne. Et en plus, il est deuxième du rallye. Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu peux me dire sur Sébastien Ogier? Là, Oui. il faudrait pratiquement ouvrir plusieurs chapitres. Bon, alors. Est-ce que tu veux qu'on commence par la fin ou qu'on commence par le début? Parce que là, il y a quand même quelques chapitres à regarder. Si on commence par la fin. Allez, d'accord. Le dimanche matin, le dimanche matin, déjà, il est en difficulté par rapport à tout ce qui s'est passé le samedi après-midi, où là, franchement, à un moment donné, il est revenu dans le sillage de Thierry Neuville à 2 secondes 2, et il va perdre 36 secondes 9 d'un coup à cause d'un problème hydraulique, problème que Elfyn Evans a eu déjà dès le vendredi. On est d'accord, tout à fait. Donc, on repositionne, je repositionne le débat. Donc, logiquement, quand la voiture s'élance pour la spéciale la plus longue du rallye, pratiquement 54 km le dimanche matin, a priori, la Ford doit être en bonne santé. Eh bien non. Ouais. Elle se met à avoir des problèmes électroniques avec l'unité centrale électronique qui fait n'importe quoi, ce qui fait qu'il se retrouve sans frein à main, qu'il a par moments des manques de puissance, qu'il a par moments le fameux anti-lac système. Le fameux anti-lac système, c'est le système qui gère la pression de suralimentation et qui fait en sorte qu'il y ait toujours, pour éviter le temps de réponse de turbo, c'est ce nom anglais, voilà, ça contrôle le temps de réponse du turbo et ça fait en sorte qu'il n'y en ait pas de temps de réponse du turbo. Quand ça ne fonctionne pas, vous avez la caractéristique classique d'un moteur turbo, quand vous appuyez, il ne se passe rien, le temps que la turbine n'est pas arrivée à la bonne vitesse. Donc tout ça, il a eu tout ça le dimanche matin et il perd sa deuxième place. C'est ça. Je rappelle les écarts, 18 secondes 8 d'écart avec Dani Sordo, en faveur, encore, il reste ça en faveur de Sébastien Ogier, malgré les soucis rencontrés le samedi après-midi. Au départ, 18 secondes 8, on se dit la deuxième place, il va l'assurer et c'est bien ce qu'il a l'intention de faire. Mais d'un seul coup, il perd plus de 21 secondes 3 sur Et donc Sordo, là, il perd bien sa deuxième place. place. La deuxième on place. est d'accord. Et il y a un discours un peu alarmiste. Mais voilà, à ce moment-là, débute ce qu'on pourrait presque appeler une petite guerre psychologique. C'est-à-dire qu'il ne va cesser de dire qu'il ne sait même pas s'il va pouvoir terminer le rallye, il ne sait même pas s'il va pouvoir sauver sa troisième place. Pour autant, entre les deux spéciales, il a quand même changé l'unité centrale. Si vous avez vu notre résumé sur notre antenne, vous les voyez bricoler avec Julien. Il bricole sous le repose-pied du copilote. Il y a l'unité centrale électronique que l'on peut changer. Donc il y a un changement de pièces. Mais malgré cela, il continue en arrivant au petit regroupement avant le départ de la Power Stage à Porto Vecchio, il ne cesse là encore de dire « je ne sais pas, la voiture ça ne va pas, je ne peux rien dire, mais je ne suis pas sûr de finir, etc. » Est-ce que c'est ça qui endort un petit peu Dani Sordo? Un tox, tu veux dire? Un peu, peut-être. D'accord. Un peu. À la fois, si j'ai vraiment... À la fois, peut-être l'idée de se dire plus je me fais mal, plus je serai content à la fin. Mais d'un autre côté, ça peut aussi jouer sur les autres. Et Dani Sordo, il a 2 secondes et demie, 2 secondes 3, 2 secondes 5 d'avance sur Ogier. Et il se dit, vu que la voiture n'est pas en bonne santé, je vais les garder. Et ce n'est pas un Dani Sordo agressif que l'on voit dans la Power Stage. C'est un Dani Sordo qui assure également le résultat. Parce que quelque part, au nombre de points marqués par Hyundai, c'est énorme. S'il faut un doublé, c'est énorme par rapport aux difficultés de leurs adversaires. Et donc, c'est un Dani Sordo qui assure sa position. Sauf qu'Ogier, l'unité centrale de rechange, elle doit fonctionner à peu près. Et à ce moment-là, si vous avez vu les images, c'est l'attaque, mais max. Ouais. Et il va finir à 8 dixièmes du vainqueur de la Power Stage, qui n'est autre que Jari-Matti Latvala, pour signer la deuxième place. Pour signer la deuxième place de la Power Stage et pour quelques petits... Oui, j'avais dit qu'il gagnait la Power Stage. C'est Latvala, qui la gagne, mais si on regarde l'écart, à ce moment-là, il est le plus rapide de 4 secondes 6, si ma mémoire est bonne, par rapport à Sordo, et il récupère la deuxième place, et comme il marque 4 points, il en fait 22. Mais alors dis donc, c'est comme ça qu'on devient champion du monde peut-être à la fin de l'année? Peut-être aussi. Comme il le dit, tout point est bon à prendre et il n'y a pas de raison de les lâcher. Bon, mais est-ce que ça...
pointe pas du doigt quelque part. Écoute, je sais pas comment te présenter ça. Est-ce qu'il y a un petit manque de complicité ces derniers temps entre Ogier et M-Sport? Est-ce qu'on sent pas quand même entre les lignes quelques déclarations un petit peu plus salées? Il n'y a peut-être pas ce manque-là, mais il y a peut-être un début de tension parce que on voit bien quand même qu'on. Allez, je dis pas parce que ça serait pas gentil ce que je vais dire, mais on voit bien qu'on touche un peu là les limites de M-Sport. M-Sport, c'est quoi? Ce n'est quand même ni plus ni moins qu'une équipe privée. Même si c'est une équipe privée plus, ça reste une structure privée. Et cette structure privée, comment elle fait pour pouvoir s'offrir un championnat du monde dans la catégorie WRC? Eh bien, elle fait des R2, elle fait des WRC2, elle fait énormément de choses. Donc, est-ce qu'à un moment donné, la capacité technique, humaine, les compétences sont là? Après, il faut fiabiliser. Et c'est peut-être ça qu'a touché un petit peu du doigt Seb Ogier. Jusqu'à maintenant, il avait été épargné par les soucis mécaniques. Regardez, depuis le début de la saison, Elfyn Evans a pratiquement eu un problème mécanique à chaque rallye. Et Ott Tanak également. Avec là aussi des problèmes de direction assistée, des problèmes de centrale électronique, les problèmes récurrents de bougies et de bobines qui empêchent la voiture de bien fonctionner. Tanak l'a eu 2 fois, Elfyn Evans l'a eu 2 fois. Donc, et cette fois-ci, eh bien, vu les circonstances, vu les contraintes que subissent ces voitures sur le sol corse, eh bien, Ogier aussi a eu des soucis. Et pas qu'un peu. Soucis électroniques, c'est quand même énorme, puisque là, vous vous retrouvez en 2 roues motrices. Vous n'avez plus l'usage de vos différentiels, donc d'où le temps perdu dans la spéciale du samedi. Et au lieu que tout ça soit rentré dans l'ordre, non, il y a un problème supplémentaire qui vient se rajouter là-dessus le dimanche. Donc, allez, je ne dirais pas qu'il était bougon. Si vous m'expliquez, allez, vous allez me permettre l'expression, mais franchement, à l'arrivée de la spéciale du dimanche matin de 53 km, Ogier, il a les boules. Voilà ce que je vais dire. Parce que il préfère ne rien dire plutôt que de se lancer dans des choses qui un peu critiques. Ça l'agace, quoi. C'est évident. Il est plus qu'agacé. Évidemment, son niveau d'exigence est tellement élevé que. Parce qu'exactement, il est agacé. Pourquoi? Parce que quand il revient à 2 secondes 2 de Thierry Neuville, il peut très bien prétendre à prendre le commandement du rallye. Et il n'y parvient pas, déjà parce qu'il a le secou du sort avec l'hydraulique le samedi après-midi. Et en plus, le dimanche, au lieu de pouvoir sauver sa 2e place, il est dans le stress complet pour pouvoir justement terminer sur le podium. C'est le genre de choses auxquelles il n'est pas habitué. La Volkswagen était sans doute la voiture la plus fiable depuis très longtemps. Et puis, il semblerait aussi qu'il ait quelques, je dirais pas des exigences, mais il ait des demandes qui sont tout à fait logiques d'un quadruple champion du monde, à savoir avoir des personnes dédiées pour lui seul et non pas des personnes qui pourraient partager avec les autres pilotes de l'équipe, que ce soit au niveau des suspensions, que ce soit au niveau justement des différentiels électroniques, et que ça, M-Sport n'a pas les moyens financiers de lui donner des gens, une équipe dédiée, ce qui était beaucoup plus le cas forcément dans une structure, comme Volkswagen, comme ça doit être le cas chez Hyundai, comme ça doit être le cas chez Citroën. Voilà. Il va falloir qu'ils comprennent que c'est pas si facile. Et comme depuis le début de la saison, c'est ce qu'on disait en préambule, eh bien tout s'est bien passé, qu'ils sont en tête. Forcément, Malcolm Wilson, il n'est pas forcément non plus dans l'état d'esprit de se dire je ne vais pas engager 2-3 personnes, dédier toute une équipe à Sébastien Ogier alors qu'on est en tête du championnat. Ça pourrait peut-être changer au terme d'un débriefing à la limite de l'Écosse dans cette semaine. Voilà. Ok Patrick, on va passer en revue 2 autres équipes ou 2 autres thèmes pour conclure. Alors Toyota bien sûr, la 4e équipe. Alors là, la belle victoire dans la Power Stage. Malgré tout, comment tu analyses ce Tour de Corse pour Toyota? Avec là aussi un bon résultat pour l'ensemble de Toyota. Et Toyota a montré aussi sur ce rallye exactement ce qu'ont connu également aussi bien M-Sport que certains pilotes comme Sordo chez Hyundai. Ça faisait longtemps, et même Seb Ogier l'a dit, ça faisait longtemps que les pilotes n'avaient pas autant changé de réglage tout au long d'un rallye. On est vraiment dans une phase de découverte, comme je disais tout à l'heure, de toutes ces voitures, de toutes ces nouvelles WRC.
Et par exemple, eh bien, Latvala le dit, la première journée, il n'était pas vraiment dans le coup. Un coup, c'est la suspension qui va, mais les différentiels, ça ne va pas. On fait des modifs, c'est les différentiels qui vont, c'est la suspension qui ne va pas. Le samedi matin, il était un petit peu dans cet état d'esprit, sauf que Juhaninen, qui a fait tout le développement de la voiture, est parti en règle du Rallye 2 le samedi matin avec des réglages un peu inédits. Et d'un seul coup, ça s'est mis à fonctionner. À la pause du midi, Latvala les a récupérés. Et à partir du samedi après-midi, Latvala se met à bien rouler. Et il le reconnaît. Il dit « Merci Juho, franchement, là, la voiture, elle est géniale, j'y touche plus ». Il n'y touche plus le dimanche matin. Il dit mais je comprends pas, j'avance pas. Mais, ils n'ont pas encore, et c'est exactement ce que dit Sordo. Sordo il dit la même chose. C'est une loterie. Vous faites la spéciale, vous avez l'impression de ne pas avoir avancé. C'est la pire spéciale de ma carrière. Je suis nul, j'avance pas. Je regarde les chronos, je fais 3e temps. La spéciale d'après, je suis content de moi, j'attaque, je regarde, je suis 5e. Voilà. Donc voilà. Et sur l'ensemble, pour revenir à ta question, sur l'ensemble de ce rallye, Toyota a énormément progressé. Sur l'asphalte. Franchement, l'équipe de Tommi Mäkinen, tout le monde se moquait un petit peu d'elle, rappelez-vous, l'hiver dernier, mais il va falloir arrêter, parce que ça se met en place tout ça. Ça se met bien en place. Dernière question, j'ai envie de donner un tableau d'honneur à Stéphane Sarrazin. Mais moi aussi. Parce que nous a fait un beau truc. Débute, il entame une nouvelle phase, un nouveau chapitre de sa carrière, Stéphane, en ayant créé Sarrazin Motorsport. Et avec le premier rallye avec une Skoda R5, c'est ce Tour de Corse qu'il a gagné, je vous le rappelle, en 2011. Et non, tant pis, il a gagné. Voilà. 2011, non, c'était Thierry Neuville, puisqu'il avait déjà gagné sous la règle de l'IRC. C'est 2013 ou 2014, Stéphane. Il entame ce rallye. Et franchement, il fait des très bons chronos dans la catégorie R5. Il est fiable, il va jusqu'au bout. Dans la spéciale du samedi matin, il reprend, excusez du peu, 15 secondes 5 à un Mikkelsen un peu endormi. C'est Mikkelsen qui demeure la référence. C'est Mikkelsen qui était la référence. Mikkelsen, il a tellement d'avance sur Teemu Suninen le samedi matin que la première spéciale de 48 km, je ne dis pas qu'il a fait la coude à la portière, mais il manque un petit peu de concentration. Et tout ça, ça profite à qui? À Stéphane Sarrazin, que vous ne voyez jamais apparaître dans les classements WRC2, tout simplement parce qu'il n'est pas inscrit dans cette catégorie, mais il s'est maintenu dans les 4 premiers pilotes de la catégorie R5 tout au long du rallye. Et une crevaison l'empêche même de terminer devant, au niveau des chronos, Teemu Suninen. Donc il termine à la 3e sur 4 des pilotes R5. Donc franchement, c'est un super résultat, un super début pour lui et sa structure. Et puis on pourrait penser que n'oubliez pas que Stéphane Sarrazin est également pilote Toyota en endurance, qu'il a des très bonnes relations avec le constructeur. On va attendre Le Mans, on va attendre tout ça, mais on pourrait peut-être penser que si on a besoin d'un pilote compétent sur l'asphalte pour Toyota, histoire d'aller marquer peut-être des points, je dis quoi, l'Allemagne ou la Catalogne, allez savoir si Stéphane Sarrazin ne pourrait pas se retrouver au volant d'une Toyota WRC peut-être par 1 ou 2 fois d'ici à la fin de la saison. Oui, et pas illégitime, certainement, effectivement, Patrick. Ok, bon, on surveillera cette quasi-info, mais ça serait payant, ça serait très bien. Bon, merci de nous avoir éclairé de tes lumières, nombreuses mais parfaitement expliquées. C'est avec plaisir. Et voilà, donc ainsi se termine ce débriefing WRC spécial Tour de Corse, la saison qui va continuer avec le rallye d'Argentine, que vous pourrez suivre donc sur Motorsport TV. Et puis bien sûr, on viendra en débriefer après, comme toutes les autres manches. Merci Patrick. Merci LFB, salut à tous. Allez, salut.